Chers amis de Point de Vue, bonsoir, je suis Laurent Monti et je suis particulièrement heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Point de Vue qui est, vous savez, votre émission consacrée au décryptage de l'actualité africaine. Aujourd'hui, nous allons nous rendre du côté du Maroc, précisément à Mohamedia, pour retrouver notre invité du jour qui est Monsieur Amin Amara. Et avec lui, nous allons parler des élections américaines et de leurs implications et conséquences pour notre continent, l'Afrique. Bonsoir, Amin Amara. Bonsoir Laurent, comment ça va? Très bien, merci. Et du côté du Maroc? Très très bien, ça va, à part le Covid, hein. Eh ben voilà, vraiment, nous y sommes tous. Mais bon, j'imagine que ça c'est pour tout le monde. En tout cas, bienvenue au plateau de Point de Vue. Donc, Amine, on se tutoie parce que bon, on se connaît. Donc, tu es docteur en relations internationales et tu es également enseignant des géopolitiques, donc du côté du Maroc. Nous sommes vraiment heureux de te recevoir pour la première fois sur le plateau de Point de Vue. Donc, pour parler des implications des élections américaines pour nous, sur le continent africain. Euh, D'emblée déjà, est-ce qu'on peut faire une sorte de bilan de la politique africaine de Trump comparativement à celle d'Obama? Est-ce qu'il y a eu des avancées, des changements? Qu'est-ce qui a changé pour l'Afrique avec l'élection de Trump il y a 4 ans? Ben merci déjà de m'avoir invité pour ton émission. Euh, hmm, pour répondre en fait à ta question, rien n'a changé, hein, parce que déjà il y avait rien, donc on peut pas changer quelque chose qui n'existait pas ailleurs, hein. Donc l'Afrique a toujours été dans un angle mort, hein, dans la diplomatie américaine. C'est pas un partenaire privilégié, c'est même pas un partenaire normal, hein. Donc par rapport au commerce ou par rapport à l'économie ou par rapport même à l'administration américaine, quelle qu'elle soit, hein. Il y a eu à un certain moment cette euphorie Obama. N'oublions pas quand même que le père d'Obama il est kenyan, d'origine kenyane, et que ça a donné une certaine euphorie au continent africain par rapport à l'élection du premier Afro-américain. Mais ça n'a rien donné, en fait, tout simplement parce que, comme je le disais, c'est le grand oublié, hein, de cette dominance, de cette hyperpuissance américaine qui s'est exercée depuis la chute de l'Union soviétique. On les voit partout, hein, l'Amérique est triomphante, l'Amérique qui commerce avec tout le monde, mais surtout pas avec l'Afrique, on va dire. Et ça n'a été que, enfin, ça a été plus ou moins l'Afrique, on le sait, ça a été la chasse gardée, hein, des pays européens, de quelques pays européens. Ça, suite, on le sait, la colonisation, les répercussions dans l'histoire, tout cet acheminement. Ça a aussi été un terrain d'affrontement Est-Ouest, hein, durant la guerre froide, avec bien sûr quelques pays africains qui ont été parmi les premiers à, à suivre le grand, comment dire, la grande Union soviétique, et d'autres, ouais, je pense surtout à l'Angola, et d'autres qui ont suivi complètement enfin, la puissance américaine. Mais voilà, après l'implosion du bloc de l'Est, surtout après les attentats du 11 septembre 2001, comment dire, il y a eu des nouvelles relations diplomatiques avec l'Afrique, mais franchement, pas vraiment quelque chose qui puisse devenir un tournant. On ne peut pas parler d'un tournant, mais peut-être après 90, on a eu cette sorte de conquête des marchés africains par les puissances coloniales de l'époque, en faveur d'un développement de la démocratie. Vous vous rappelez, hein, on disait on va commercer si vous respectez les droits de l'homme, si vous respectez la démocratie ou leur idée de la démocratie, on va dire, hein. Euh, on peut parler de première incrustation, enfin, entre parenthèses, de premier développement des relations afro-américaines sous le mandat Clinton. Bon, c'était déjà il y a longtemps, hein, de 1992, qui s'est approché de Nelson Mandela euh, et surtout du président nigérien Obasanjo, avec lequel il a gardé des liens très étroits à travers sa fondation. Et c'est en 2000 qu'il a fait voter ce qu'on appelle l'AGOA. Alors, c'est l'African Growth Opportunity Act,
Ça, c'est en fait c'est le cadre qui régit traité cadre qui régit toutes les relations économiques entre. Ça vaut pas en fait enfin, ce n'est pas ce que ça devrait être par rapport, non seulement par rapport aux États-Unis, mais aussi par rapport aux pays africains. Oui, vous avez bien fait de parler de George W. Bush. Je ne sais pas si tu as parlé du père ou du fils, Le père. mais oui, moi je vais parler du fils alors, parce que bon, c'était 4 ans, c'était assez, pas assez, comment dire, long pour qu'il fasse tout ce qu'il faut, mais bon, son fils, il a repris un petit peu la chose. Mais c'est sous George W. Bush qu'en fait qu'il y a eu le PEPFAR. Alors le PEPFAR, c'est le President, si je me rappelle bien, President's Emergency Plans for AIDS Relief, je pense, c'est ça. C'est un plan d'aide d'urgence contre le sida, le fonds de développement. Donc, c'est là où il y a eu en fait un virage qui n'est pas du tout économique, mais un virage qui est humanitaire de l'administration américaine. Et c'est sous Bush Junior qu'on a eu ce regard, et non pas sous Obama et non pas sous Clinton. Donc, c'est sous républicain, c'est un regard républicain. Mais ça rejoint un petit peu aussi leur vision du monde, hein, de faire le bien et tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que le côté républicain, c'est le côté aussi Messianique, la mission messianique des exactement, États-Unis. messianique, évangélique et tout ça. Mais tant mieux, ça peut marcher pour l'Afrique, j'allais dire. Mais voilà, donc il y a eu moi, je parle de virage humanitaire sous Bush fils. Le virage économique, il a eu lieu sous Clinton. Après, il y a eu bien sûr Obama, où bien sûr on a en 2008, ça c'est le summum des échanges en 2008 alors. Donc c'est le summum des échanges entre les États-Unis et l'Afrique. Le summum des échanges, c'est 141 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Si on devait mettre ça en parallèle avec, par exemple, la même année, la France, les échanges entre la France et l'Afrique, les échanges entre la Chine et l'Afrique, si on devait mettre en parallèle, est-ce que ça représente quelque chose de… Oui, mais j'y arrive, hein, parce que ça, c'est le summum. En 2010, on était à 113, donc déjà, sous Obama, on a commencé à diminuer. Et en 2011, c'est 125 milliards de dollars. C'est rien. C'est rien par rapport à la Chine. Par rapport à la Chine, par exemple, je vous donne la Chine. En 2019, c'est 210 milliards de dollars d'échanges commerciaux. Et là, on va partir directement vers les États-Unis pour voir les propos de ta question. Sous Trump, qu'est-ce que ça a donné? Sous Trump, en 2019, on est à 56 milliards de dollars. Ah oui, effectivement, lorsqu'on parle de c'est le quart. Donc là, on parle du quart. En fait, les États-Unis, voilà, donc c'est un petit peu le quart de ce que fait la Chine en Afrique. C'est le quart annuel. En même temps, ça répond à la politique de Trump qui dit America First. Donc, il veut vraiment mettre en avant les intérêts des États-Unis ou des Américains d'abord aux États-Unis. Et par conséquent, il y a un impact peut-être sur… Comment l'expliquer? Il dit America First, juste concernant le volet économique, ce que je comprends. Parce que le volet sécuritaire, je peux t'assurer que le volet sécuritaire, il est toujours là. On va y arriver. Mais donc, de manière fondamentale, tu nous expliques qu'il n'y a pas de réelle différence dans la politique africaine des États-Unis sous Obama et sous Trump, à la différence près qu'effectivement les budgets en termes de coopération économique ont été réduits. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence, je dis que c'est pire. Déjà que ce n'était pas bien, sous Trump, c'est devenu pire. Donc, ça a toujours été comme ça. L'Afrique, en général, c'est pas quelque chose qui intéresse, je dirais quelque chose, c'est pas un espace qui intéresse économiquement. Il s'est permis de traiter les pays africains de pays de merde, pour reprendre son expression. Exactement. Donc, exactement. Il n'y a pas que ça, il y a eu beaucoup de bourdes. Mais ça, c'est le personnage, c'est Trump. Hein, c'est pas le Parti républicain, c'est pas les Américains, c'est le personnage, il est toujours comme ça. En 2017, par exemple, les aides américaines, il a fait couper les aides américaines d'un tiers. Donc, ça, c'est encore Trump. Les aides américaines à l'Afrique ou pour l'Afrique? Oui. Non, pour l'Afrique déjà. En 2018, on était à peine à 5,2 milliards de dollars, ce qui est absolument rien. L'Africom, par exemple, qui était, on comptait là… L'Africom, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est?
enfin, l'AFRICOM, c'est tout simplement le commandement de l'Afrique, hein. Enfin, les Américains, dans leur grande bonté militaire, on va dire, ils se sont partagés le monde en commandement. En fait, il y a le CENTCOM, il y a le CENTCOM, c'est le Central Command, en fait. Donc, il y a l'AFRICOM, il y a le Pacificom. Donc, COM, c'est command, hein, c'est le commandement, en fait, tout simplement. Donc, c'est des zones militaires. Le monde, il est partagé en zones militaires qui sont commandées à travers les États-Unis. Et l'Africom, enfin, il restait l'Africom où il n'y avait pas de, enfin, on était avec l'Eurocom, mais voilà, il restait l'Africom. On devait avoir une base, enfin, un commandement ici en Afrique. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait, tant mieux, j'allais dire. Donc, ça a été rattaché au commandement en Allemagne. Le problème, c'est que maintenant, même le commandement dans l'Allemagne, Trump, il a voulu l'enlever et le ramener aux États-Unis. Donc déjà, l'Africom, on parle de dissolution pratiquement. Ça se voit déjà, hein. On connaît, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un corps militaire quand on voit qu'il y a la tête, hein. Donc on a mis un général, je ne dirais pas quelconque, c'est aussi 4 étoiles, mais c'est un général, je pense, Stephen Townsend. C'est toujours un général 4 étoiles, mais il ne vaut pas les autres généraux qui sont passés au début en expertise, je parle bien sûr, et en terrain, les autres généraux qui sont passés par là et qui ont été à la tête de l'Africom. Mais voilà, donc ça n'a jamais été une priorité, hein. Donc, mais par contre, le côté sécuritaire, ça, on en a parlé, hein, tout à l'heure, c'est toujours quelque chose qui compte pour les États-Unis à travers la lutte contre ACMI, à travers la lutte contre tout ce qui est ACMI, Al-Qaïda au contrebande Maghreb islamique. au Maghreb islamique, exactement. Donc, enfin, tout ce qui est le Sahel, hein. Donc, je pense que tu es bien placé pour le savoir. Il y a toute cette région, ce qu'on appelle le croissant sahélien, toute cette région poreuse. D'ailleurs, on va passer à un autre acteur qui est la France avec la mission qu'ils ont au Sahel. Et le problème, c'est que ils utilisent beaucoup, par exemple, le renseignement américain. Ils utilisent beaucoup le logistique américain à travers, par exemple, je disais tout à l'heure, le Niger. Il y a une grande base qui s'appelle la base d'Agadez, qui est une base strictement pour les drones américains. Et les Français, ils ont vraiment besoin de cette base, hein, pour leur soutien logistique, pour leur soutien des frappes. Et les Américains, ils sont là, hein. À chaque fois qu'il y a quelque chose de sécuritaire, ils sont là. En tout cas, ce qui concerne, ce qui intéresse davantage les Américains sur le continent africain, c'est l'aspect sécuritaire, on l'a bien compris. Effectivement, ils sont très présents dans la lutte contre le terrorisme, etc. Mais comment expliquer alors qu'on voit un certain regain d'intérêt pour l'Afrique de la part de grandes puissances, notamment même la Russie, etc. Mais enfin, bien entendu, les puissances tutélaires traditionnelles, un regain pour les richesses africaines. Comment expliquer que les États-Unis ne s'engagent pas dans ce sillage quand on sait qu'ils sont en concurrence directe avec la Chine qui est devenue le principal partenaire économique pour l'Afrique? Comment l'expliquer ça? C'est très simple, hein. Je te renvoie à nos cours de physique. C'est très simple. La nature a horreur du vide. C'est assez simple. C'est pas quelque chose qui est magique, hein. Tout simplement, quand quelqu'un sort, quelqu'un d'autre prend sa place. La Chine, en fait, on peut tout simplement voir que la première incrustation de la Chine dans le continent africain, euh, si on prend les incrustations au début, on va voir que tout simplement, la Chine, elle est calquée, leur incrustation, elle est tout simplement calquée sur la carte minière africaine. Donc, ils étaient en plein boom économique, ils avaient besoin de matières premières, ce qui est tout à fait normal, on va dire, hein. Donc, c'est devenu automatique chez les Chinois de prendre, en fait, comment dire, de prendre cette partie de l'Afrique qui a été délaissée, hein, et on est passé à la France-Afrique. C'est une sorte de néologisme à la Chine-Afrique, hein, maintenant. Et pas seulement, hein, maintenant on parle de Turquie-Afrique, d'Inde-Afrique. Voilà.
tout ce qui est X-Afrique, hein, maintenant, Bon, en c'est tout cas, devenu. Après, l'Afrique intéresse ces grandes puissances. On voit quand même qu'il y a un regret, que ce soit de la part de la Turquie, de la Chine, du Japon, bien entendu de la France et même de l'Allemagne. En tous les cas, même la Russie sur le plan sécuritaire qui essaye de prendre pied notamment en Centrafrique, au Mali, sur un certain nombre de Mhm, théâtres d'opérations un peu compliqués. oui. On voit quand même un Mhm. intérêt pour l'Afrique. C'est vrai que la politique, notamment, ça m'amène à ma prochaine question. Est-ce que selon que ce soit Trump qui soit élu ou Biden qui soit élu, on peut voir un infléchissement important de la politique africaine des États-Unis? Non, non, on en a parlé tout à l'heure, hein. On a passé en revue plusieurs administrations, hein, démocrates et républicaines. Rien ne va changer parce que tout simplement, il y a une force de lobby, il y a une force d'administration au-delà de l'exécutif. Euh, Économiquement, l'Afrique n'intéresse pas beaucoup. Je reviens juste à ce que tu disais concernant cette Afrique émergente. Moi, j'entends cette émergence africaine, je l'entends il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce que ça a donné? Sérieusement, moi, je vois pas. Je vois pas ce que Bon, ça a donné, hein, mis à part de l'enrichissement. Alors, il y a une différence entre développement et enrichissement. et encore, ça dépend Je pour qui. trouve aussi. Oui, Ça bien dépend de sûr, qui mais s'enrichissent. c'est pour ça que j'ai dit enrichissement, j'ai pas dit développement, parce que quand on dit développement, c'est un développement inclusif, par essence. Le développement d'un pays, il est inclusif, hein. Mais après, l'enrichissement d'un pays, il n'est pas inclusif. Il n'y a pas tout le monde qui s'enrichit automatiquement. Bon, Alors qu'un on voit émerger un développement, certain nombre d'infrastructures quand même, la oui, Chine oui, qui je fait sais, bien sur ce sûr. Bah, c'est plan-là. la Chine. C'est la Chine qui le fait pour elle-même, hein. Donc, on le sait bien. Bien sûr, il y a les programmes PITA, mais tous ces programmes-là, jusqu'à présent, moi, ça fait 10 ans que j'entends émerger l'Africa. Je vois aucun pays émerger, mais à part quelque part peut-être le Rwanda, peut-être le Maroc, peut-être l'Afrique du Sud, un petit peu moins l'Égypte, et en plus, c'est grâce à son marché intérieur. Donc après, j'aimerais bien moi voir d'autres pays. Il y a d'autres pays qui ont beaucoup notamment le Nigeria, notamment l'Angola, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup d'hydrocarbures, qui peuvent être au-delà que de simples pourvoyeurs de matières fossiles. Je le disais bien, maintenant ça intéresse beaucoup. Est-ce que cela va donner ce que la Chine appelle un partenariat win-win, même si j'y crois pas trop à cette rhétorique? On l'a vu, hein, tout simplement, hein, grâce à enfin, dernièrement avec le siège qui était truffé de micros, le siège de l'Union africaine. Euh, c'est ça. Maintenant, est-ce qu'on va, tu sais, tant bien que mieux que moi, j'imagine, que l'Afrique maintenant, elle arrive plus ou moins. Je pense que dans pas longtemps, elle va arriver à s'en sortir de la dette qu'elle a envers les pays européens, envers les pays colonisateurs, qui était une dette colossale. Est-ce qu'on va sortir de cette dette africaine envers l'Europe pour rentrer dans une dette envers les Chinois? Est-ce C'est que déjà le l'Afrique, cas. ça sera oui, oui, je sais, mais c'est pas autant que l'Afrique, pardon, que l'Europe. Mais est-ce que ce sentiment, enfin, ce continent, pardon, qui est le nôtre, sera toujours amené à rester le continent? On dit que c'est la dernière frontière de la croissance. Moi, je trouve pas. Je trouve pas qu'il y a une vraie croissance. Si c'est une croissance qui se fait avec, en s'endettant, avec une dette encore envers qui que ce soit, hein. Moi, je vise pas les Chinois en général, en particulier, mais que ce soit les Chinois, les Indiens après. Parce que si c'est pas les Chinois, ça sera les Indiens, hein. Si c'est pas les Indiens, ça sera les Russes. Si c'est pas les Russes, ça sera les Turcs. Donc c'est un petit peu ça. Ce que on voit avec la ZDLEA, est-ce que ça va marcher ou pas? On voit qu'il y a des problèmes d'infrastructure, mais pas seulement. On a des problèmes fonciers par rapport au commerce africain. Le commerce interafricain, en 2018, je pense, il représente 16% du commerce africain. Le commerce interafricain, vous vous rendez compte, c'est hallucinant pour un pays, pour un continent aussi riche, aussi fort, d'être à seulement 16%. Ça veut dire qu'on fait tout le reste avec les autres. Pourquoi? On n'a pas de marché, on n'a pas. Parce que tout simplement, il manque beaucoup. Il manque une infrastructure portuaire, il manque une infrastructure intérieure, il manque l'électricité. Il manque aussi de volonté politique déjà dans un Ça va de premier temps. soi. Ça Mais va de bien soi, mais tout entendu, ça, sur moi, ce plan-là, j'aimerais avoir ton regard, bien sûr, même si on s'écarte un petit peu de la question américaine, sur l'initiative de Zlekaf.
la zone de Mhm. libre-échange continentale. On voit quand même que les choses bougent. Mais est-ce qu'on arrive à donner du contenu à cette enclave qui est censée booster justement les échanges inter-africains? Encore une fois, je reste sceptique, hein, donc, parce que les années passées nous ont appris à être sceptiques, malheureusement. C'est ça, en fait. Le continent africain est un continent sceptique. Je l'appelle le continent sceptique parce que j'aimerais bien voir quelque chose qui change, mais c'est un problème de politique. Tu l'as bien dit, c'est un problème de politique publique. On a des programmes où on a besoin. Je trouve quand même qu'au-delà d'aller dans ces projets pompeux, il faut quand même déjà mettre la base de ces projets. Je disais tout à l'heure, les projets PITA, on n'en est même pas au tiers des 300 projets qu'il y a dedans. Alors, euh, jusqu'à présent, il y a tout simplement 18,2% de connexion, de gens qui sont connectés à l'eau potable en Afrique. L'eau potable, c'est la base, on va dire. On est à 26% de gens connectés à l'électricité, à un réseau électrique. Je ne parle même pas d'Internet, je parle même pas de. On est mobile, bien sûr. L'Afrique, par obligation et par la force des choses, est devenue le continent du mobile parce que tout simplement, les choses ont fait que, notamment au Kenya, qui est le leader mondial du paiement mobile, par exemple, les choses ont fait que c'est plus facile pour un Kenyan de se faire payer comme ça. Bah, bon, bien sûr, il y a la guerre civile qui a donné un boost hallucinant par rapport au paiement mobile. Mais voilà, donc il faut qu'on passe par comment dire, des cataclysmes pour aller de l'avant. Je n'aimerais pas ça pour mon continent. Encore une fois, je reviens juste pour enfin, ce dont on parle, à savoir les relations américaines et afro-américaines, enfin, Afrique-Amérique. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui va changer. Et notamment que ce soit Biden ou Trump, Trump, ça va rester la même chose, c'est un empire. Ah bah, si c'est Biden qui est élu, on n'en sait rien. Mais s'il est élu, déjà, vu l'âge, je ne crois pas qu'il va dépasser un seul mandat. Et deuxièmement, même durant ce mandat, eh ben, il aura beaucoup de choses à faire. Il doit reconstruire un pays, il doit combattre le Covid, il doit combattre le Covid. Chez eux, on parle du premier pays atteint. Donc, c'est une tâche qui n'est pas facile. On parle de reconstruire un pays qui est scindé en deux. Scindé en deux. Maintenant, les États-Unis, c'est un pays qui est scindé en deux, littéralement. Sur ce point-là, Et Amine, si tu oui, permets, je pense quand même que c'est deux visions du monde différentes, que ce soit Trump ou Biden. Ne serait-ce que sur le plan de la réactivation du multilatéralisme, de la réactivation d'un certain nombre de mécanismes qui permettent mhm, une gouvernance mondiale beaucoup plus aboutie, exactement. contrairement à Trump, je pense quand même que sur ce plan-là, il y aura une grande différence. Par conséquent, est-ce qu'il pourrait pas y avoir un infléchissement pour l'Afrique dans le sens où Biden va vouloir quand même réactiver tous les canaux de multilatéralisme et par conséquent que l'Afrique pourrait revenir plus ou moins au devant de la scène sur le plan de la politique américaine. Redevenir au devant de la scène, non, parce qu'elle n'a jamais été au milieu de la scène. Hein. Donc, on va dire juste redevenir à quelque chose de palpable hein, dans la diplomatie américaine, parce que là, elle est absente. Oui, bien sûr, mais comme je le disais, en 4 ans, on ne peut pas faire tout ça. Tu vois tous les chantiers qui attendent Joe Biden, ou tout simplement l'administration démocrate. C'est des chantiers horribles et terribles. Hein. Trump, il laisse derrière lui, s'il n'est pas réélu, hein, mais de toute façon, qu'il soit réélu ou pas, il laissera derrière lui un pays qui est ravagé par un racisme qui devient ordinaire, très ordinaire, qui devient même banal, et surtout un pays qui est polarisé. Maintenant, on a un pays qui est polarisé, nous pousse, enfin, qui nous pousse à se demander est-ce que, enfin, nous, je dirais pas nous, mais les Africains, parce qu'il y a des alliés africains aux États-Unis. Je ne parle même pas de leur allié européen qui parle de trahison de l'allié américain. C'est pas rien, hein, c'est pas rien quand tes alliés européens te parlent et te disent tu nous as trahis. Il a trahi tous les engagements de son pays. C'est beaucoup de choses à refaire. Hein. Donc, Alors, effectivement, sous déjà cet que. angle-là, je pense que Biden va d'abord vouloir réactiver la relation transatlantique avec les alliés européens et essayer de revenir vers Exactement. quelque chose de beaucoup plus normal. Et par conséquent, bon, Mhm. l'Afrique un petit peu ne sera pas sa priorité, nous en convenons.
Non, voilà, mais voilà, c'est ce que je disais en fait. C'est pas manque d'intérêt, on va dire. Hein. C'est pas niette par rapport à l'Afrique. C'est juste qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes. Il y a la relation transatlantique, premièrement. Il y a l'OTAN, le dossier de l'OTAN, qui est un dossier brûlant. Il y a tous les dossiers du Moyen-Orient. On voit maintenant ce que fait la Turquie, ce qu'elle essaie de faire. Quand même, là, la Turquie, elle est en train de tout faire pour au cas où, si c'est Biden, on va revenir à un multilatéralisme, à une Amérique qui devient, je dirais pas belliqueuse, mais qui devient interventionniste. Donc, voilà, donc il aura gagné quand même du terrain sur pas mal de dossiers, on va dire. Parce que là, il est sur énormément de fronts, hein, Erdogan avec la Turquie. Donc, beaucoup de choses. La Russie, on l'a vu, hein, elle est aussi sur le front. Elle est maintenant installée, bien installée au Moyen-Orient et surtout au Proche-Orient. Une région, d'il y a, je sais pas, 4-5 ans, tu parles au meilleur général russe, il va te dire non, je ne crois pas qu'on va pouvoir s'y installer aussi durablement. Maintenant, ils sont installés durablement pour au moins, déjà, ça fait plus de 6-7 ans qu'ils sont bien installés, mais bon, après, pour les faire partir, ça ne va pas être facile. Hein. Maintenant, voilà, il y a une redistribution des cartes, que ce soit au Moyen-Orient, au Proche-Orient, même en Afrique, quand même dans le bassin méditerranéen. On voit ce qui se passe dans les pays européens, enfin, en politique interne. Mais voilà, ce ne sera pas vraiment l'Afrique, ce ne sera pas le premier dossier sur le bureau ovale du nouveau président. Hein. Encore pire si c'est Trump qui est réélu. Et ce n'est pas quelque chose à enlever. Hein. Donc maintenant, on se dit, d'accord, il est cuit. On ne sait pas, on ne sait pas. On verra dans moins d'une semaine, donc mardi prochain, on verra ce qui va arriver. On verra, enfin déjà partiellement. Mais on verra avec ce qui se passe. Il faut voir surtout la Géorgie, la Caroline du Nord et la Floride, Philadelphie aussi. Donc, je pense que c'est les 4 États à voir. La Géorgie, on la verra de la nuit, en fait, de mardi à mercredi. On verra si Trump y perd, alors que c'est un État qui est complètement acquis aux républicains, ça veut dire que Trump n'est pas bon dans les autres États. On verra. C'est des petits indices en fait. Philadelphie aussi, la Floride qui peut basculer. On ne sait pas. C'est un État pivot qui bascule tout le temps. D'accord, mais nous arrivons au terme de notre émission. Je vais juste poser une dernière question, ce qui est une Oui, observation. On dit effectivement que l'intérêt des Américains pour notre continent est avant tout sécuritaire, mais on se rend compte que dans la région du Sahel, AQMI est toujours là. En fait, tous les groupes terroristes qui sont censés être combattus depuis une dizaine d'années sont toujours présents. Est-ce que c'est véritablement une priorité pour les États-Unis d'arriver à vaincre ces groupes et d'endiguer le terrorisme dans cette région? je vais te dire le fond de ma pensée. Tant que ça ne les touche pas, essentiellement, non. On voit très bien hein, que est-ce que tu crois que si ça touchait pas exactement enfin la France dans ses intérêts vitaux, à savoir la paix intérieure déjà premièrement, à savoir enfin la sécurité intérieure, à savoir l'approvisionnement en uranium, à savoir l'or en Mali, est-ce que tu crois que si vraiment ça touchait pas ces points stratégiques français, est-ce qu'il y aurait 12 000, voire 14 000 soldats avec l'opération Barkhane? Ah, nous sommes bien d'accord. Et d'autant Non, que maintenant, ils essayent non. d'entraîner l'Europe justement dans leur... Exactement. Bah oui, parce que les frais, hein, une guerre, ça Mhm, coûte, hein. mhm. Pas seulement en vie humaine, hein. Mais voilà, donc après, est-ce que les États-Unis sont prêts à partir même en Afghanistan? On l'a vu, hein, si tu les touches, eux, on l'a vu après le 11 septembre, hein. Ils sont partis, ils sont restés là-bas des décennies. Donc maintenant, est-ce que ça... Non, ça les touche pas pour l'instant. Franchement, ça leur passe au-dessus de la tête. Et le jour où ça les touchera, oui, oui, je dirais que oui. Maintenant, ils sont comment dire, de l'appui logistique pour des alliés qui sont les Français. Donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Ils sont dans l'appui logistique, dans l'appui de renseignement. C'est très important pour eux aussi parce qu'ils ont besoin de renseignement. On sait que la CIA est très actif dedans, mais c'est son boulot, on va dire. Hein. C'est pas son boulot, c'est pas à l'intérieur des États-Unis. Son boulot, il est à l'extérieur des États-Unis. Donc c'est normal qu'il soit là où il y a les problèmes, et pour être prêt, et pour être aussi pour faire la veille. C'est un peu leur boulot. Mais D'accord. de là que ça soit leur priorité, non, je pense pas.
D'accord. Merci beaucoup, Amine. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous retenons que ce soit Trump ou Biden, je veux dire, dans les 4 prochaines années, l'Afrique n'a pas à attendre grand-chose des États-Unis. Pas plus que ce qu'on a obtenu sous Obama. On ne l'aura pas sous Trump, on ne Bah, l'aura pas non plus sous Biden. l'Afrique doit Et que, s'attendre à l'Afrique, on va dire. voilà. Donc, les C'est le Africains plus doivent prendre important. eux-mêmes leur destin en main. Donc, si Obama ne l'a pas fait, c'est pas Trump qui le fera et encore moins Biden. Donc, merci Exactement. beaucoup pour Exactement. tes Merci à toi. interventions et surtout pour Merci. les chiffres que tu as pu nous donner qui nous mettent vraiment dans un ordre de grandeur sur la diminution de l'aide américaine aux États-Unis. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Amine, et j'espère qu'il fait Au beau au revoir. Maroc. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous qui nous suivez sur Point de vue. Merci de partager, merci de liker, merci de commenter et surtout merci d'être fidèle à votre rubrique, votre émission Point de vue de décryptage de l'actualité africaine. Bonne soirée chez vous.